Bonus. Trax. Vous venez de commencer votre armée et vous rêvez déjà de vos parties à 2000 points. Vous avez envie d'une large force, mais la moitié de vos figurines sont encore grises. Vous voudriez participer à une apocalypse dantesque, mais votre collection est encore modeste. Eh bien, figurez-vous que j'ai la solution à tous vos problèmes. Il suffit de jouer à petit format. Rassemblez quelques amis, imaginez quelques scénarios et vous verrez, le plaisir reste intact. Du moins, c'est ce que je vais essayer de défendre dans ce nouvel épisode du Lane Rider. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Lane Rider, j'espère que vous allez bien. Thibaut alias République au micro. On me fait remarquer que je ne me présente plus désormais dans les podcasts et c'est vrai, c'est une critique tout à fait recevable. Donc voilà, Thibaut à bord et seul maître à bord aujourd'hui puisque Raphaël prend un petit peu de congé pour nous revenir en forme dans un prochain épisode qui sera consacré normalement au lore d'une grande faction un petit peu peut-être oubliée de Warhammer 40 000, hashtag teasing. Aujourd'hui en revanche, on va parler de lore, on va parler de figurines, on va parler de jeux, on va parler de tout ça en même temps pour la simple et bonne raison que je reviens depuis quelques jours maintenant du dernier Ghoulfest en date. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Ghoulfest, c'est un événement à caractère privé, c'est tout simplement les week-ends qu'on organise entre potes au sein de mon groupe de jeux pour se taper sur la gueule. Seulement à travers des figurines et des dés, rassurez-vous. Donc ça arrive généralement une ou deux fois par an avec un système de jeu précis et des armées réunies spécifiquement pour l'occasion. L'année dernière, on avait terminé par un nouveau Ghoulfest consacré à Spearhead et on s'était beaucoup amusé, mais là on avait envie de revenir à Warhammer 40 000. Seulement, voilà, tout le monde parmi notre groupe ne joue pas forcément au même niveau, n'a pas forcément les mêmes armées, donc il fallait trouver quelque chose pour accommoder les forces et les envies de chacun. Donc très vite, on s'est demandé si on n'allait pas tout simplement jouer à Kill Team et redonner sa chance au jeu qu'on avait traité, je crois, lors de notre deuxième Ghoulfest, et on vous avait fait à l'époque, on devait être en 2021 ou peut-être même en 2022, le temps que l'épisode sorte, un débrief sur Kill Team. C'était la première édition de la nouvelle mouture de Kill Team, mais en fait, là aussi, il y a eu quelques petites craintes, notamment parce que tout le monde n'avait pas forcément envie de jouer de l'escarmouche uniquement, mais aussi parce que le système nous avait un peu refroidi lors de l'édition précédente. Donc on a commencé à chercher des solutions et on s'est demandé s'il ne serait pas tout simplement avantageux de passer sur le format Combat Patrol. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Combat Patrol, c'est tout simplement le format de démarrage, on pourrait dire, de Warhammer 40 000, puisque celui-ci se joue avec les boîtes. Warhammer 40 000 Combat Patrol, vous achetez votre boîte et vous avez toutes les unités pour cette petite armée. Les règles sont gratuites, vous pouvez du coup monter vos figues, les peindre, tout est relativement prêt à jouer, simple à prendre en main. Et c'est plutôt idéal pour commencer ou pour collectionner des petites armées plutôt que de partir dans ces fameuses grandes forces de 2000 points et plus qu'on connaît toutes et tous. Maintenant, Combat Patrol, il a certes des avantages, notamment l'idée que vous n'avez pas besoin de rajouter un codex, les règles sont gratuites, c'est très simple à prendre en main, mais il a aussi des inconvénients. Parmi eux, moi j'en vois deux principaux. Il y a la façon dont ça se joue. Contrairement à Spearhead qu'on vous a détaillé dans un épisode dédié, je vous renvoie vers celui-ci si vous ne connaissez pas Spearhead, qui est plus ou moins l'équivalent de Combat Patrol, mais en mieux pour Age of Sigmar, Combat Patrol, ça ne se joue pas avec un système de cartes et de rebondissements, qui certes peut donner l'impression que c'est un jeu de société, mais au moins va vraiment pimenter les parties et aucune ne va se ressembler. En revanche, à Combat Patrol, on sélectionne des objectifs en début de mission et ce seront toujours les mêmes objectifs que l'on va choisir dès lors qu'on joue telle ou telle faction. Par exemple, pour la garde impériale, ça va être de donner des ordres ou de capturer un objectif précis sur la carte.
Et on va répéter, je crois qu'il y a un choix de peut-être 3, 4, peut-être 6 ordres. 6 ordres, ça me paraît peut-être beaucoup. Peut-être que c'est juste 4 et vous en choisissez 2 à chaque partie, si mes souvenirs sont bons, pour pouvoir en fait personnaliser un peu votre manière de scorer, de rapporter des points à votre équipe lors de la partie. Donc ça donne forcément des affrontements qui sont un peu plus scriptés. En tout cas, c'est mon avis. Et bien évidemment, la composition n'est pas libre. Il faut prendre effectivement ce qu'il y a dans la fameuse boîte. Donc, vous devez vous limiter à ces kits-là et aux options qui sont listées sur votre feuille de Combat Patrol. Donc niveau personnalisation, on l'aura compris, c'est pas forcément l'éclate et ça peut notamment donner l'impression qu'on joue un peu tout le temps la même chose ou qu'on vient avec des forces qui sont prédéterminées. Ça peut avoir un avantage. Moi, je pense par exemple dans le cas des of Sigmar, qui est mon jeu secondaire, de pas trop me prendre la tête. Mais pour Warhammer 40 000 que je connais bien, me restreindre à ce point, ça peut être un peu frustrant. Et on a vu dans mon groupe de joueurs, dans ces fameux participants au Ghoulfest, que beaucoup de gens se disaient « Ah, ça m'ennuie quand même un peu de me limiter à ce qu'il y a dans tel ou tel combat de patrol », notamment parce que leur composition laisse parfois grandement à désirer. J'en veux pour preuve l'exemple que je prends à chaque fois, mais pour le coup, là, il est très très pertinent, c'est celui de l'Astra Militarum, qui est une combat de patrol dans laquelle il y a 10 chevaux, des Kazerkin et une escouade de commandement. C'est tout à fait improbable, et ça sert à Games Workshop à écouler des kits qui autrement se vendent que très rarement. Donc ça a tendance à s'améliorer là-dessus, tout récemment, c'est cette semaine à l'heure où j'enregistre ce podcast, et peut-être une semaine à l'heure où vous l'écoutez, si vous l'écoutez du moins dès sa sortie, vous fidèles auditeurs que vous êtes, eh bien les combats de patrol les plus récentes, ce sont pour les Red Corsair, les Night Lords, les Corsair Eldar et je ne sais plus quelle est la quatrième, mais c'est très très cool ce qu'ils ont proposé. Ça a de la gueule, ça a une vraie tête de petite armée et surtout c'est cohérent dans un thème. Il y a aussi du véhicule. Donc ça c'est toujours un peu sympa aussi. Ils avaient un peu disparu pendant un temps. Les premières combats de patrol je trouve étaient assez sympas. Puis tout au long de l'édition, on va dire années 2 et 3, ça commençait à être vraiment un peu pourri, je trouve, la composition de ces patrols. Et là, ça fait quand même quelques annonces qui sont plutôt intéressantes. La dernière, c'était la combat de patrol Croûte. Et effectivement, les Croûtes ou même la combat de patrol de la Death Corps de Krieg, qui a été annoncée quelques mois plus tôt, sont très bien. Donc, est-ce que ça prépare une mutation vers un système Spearhead ou simplement juste une envie de faire des boîtes qui donnent un peu plus envie justement de collectionner une force autour d'un thème, avec vraiment une identité précise? Je ne sais pas, on en reparlera peut-être à l'heure où les premières annonces en V11 seront faites. Mais je trouve que du coup, c'est un petit disclaimer qu'il est important de faire pour ceux et celles qui nous écouteront dans le futur et qui se diront « Attends, c'est quand même vachement bien, Combat de Patrol, qu'est-ce qu'il raconte ce mec ?» Potentiellement, Combat de Patrol, ça va devenir mieux. Et en tout cas, dans la composition de ces unités, je trouve que c'est déjà beaucoup plus chouette que ça l'a été à un moment précis lors de cette V10. Donc bravo à Games Workshop de corriger un petit peu le tir. Bon, maintenant il faut que je vous parle du week-end en question, puisque je vous ai dit ce qu'on avait envie de faire, mais je ne vous ai pas dit sur quoi on s'est arrêté. Le projet, c'était globalement de jouer à petit format pour accommoder les collections de chacun, l'expérience de jeu de chacun, mais on avait aussi envie d'avoir des connexions entre plusieurs systèmes ou entre plusieurs formats, et donc on s'est posé la question de mélanger par exemple Warhammer 40 000 à 500 points ou 750 points et Kill Team, et puis ajouter du narratif à tout ça pour faire une petite campagne le temps du week-end. Et c'est précisément ce que nous avons fait, on a fini par trancher, on a ignoré Combat de Patrol à la faveur d'un format à 500 points, donc vraiment le quart de ce qu'on vous dit normalement de jouer à Warhammer 40 000, et on reviendra sur les avantages et les inconvénients de ce système. Et outre cette armée à 500 points, on devait sélectionner une kill team qui pouvait être tirée de la même armée, mais ne pas forcément être la même unité, voire même d'une autre armée. C'est ce qui a failli arriver. Au final, on est resté sur quelque chose d'assez classique. En tout cas, thématiquement parlant, vous verrez qu'on est resté le plus consistant possible. Et nous nous sommes affrontés du coup dans des scénarios maison de mon cru, avec du Warhammer 40 000 à petit format d'une part et du Kill Team d'autre part. Deux systèmes de jeu donc, il y avait 5 joueurs.
Donc c'est un peu chiant 5 joueurs parce que forcément à moins de faire un 3 V2 ou 2v1 à un moment ou un autre, il y en a forcément un qui ne joue pas. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça vous permet d'avoir un arbitre. Si notamment vous avez des gens qui connaissent bien Warhammer 40 000 ou n'importe quel jeu, ça peut être plutôt cool de créer une rotation parmi eux pour qu'ils puissent passer de table en table, faire office un petit peu d'arbitre, mais aussi parfois de maître de jeu pour ajouter un peu de piment ou vérifier que l'esprit du scénario, quand il est narratif, est plutôt respecté. Ça peut être aussi sympa pour mettre l'ambiance. Donc moi je trouve que c'est toujours pas mal de pas forcément faire des parties asymétriques, mais de laisser le joueur supplémentaire dans un rôle un petit peu de meneur comme ça, qui passe de table en table. Et pour ce qui est enfin du contenu exactement du week-end, eh bien on a fait light puisque on est resté sur 3 parties. Et tous les joueurs n'ont pas joué ces 3 parties, comme vous l'aurez compris. Donc ces 3 parties consistaient d'une partie à Warhammer 40 000 à 500 points, une partie de Kill Team et une grosse partie de Warhammer 40 000 où là on s'est réunis sur la même table à 1500 points, mais chacun du coup ramenait ses 500 points respectifs pour cogner sur la table. En l'occurrence, vu qu'on était un nombre impair, les joueurs du chaos avaient le droit à 700 points chacun, pendant que les joueurs impériaux, qui étaient 3, je vous les présente juste après, eux avaient le droit à leurs 500 points seulement. Donc ça nous a permis d'équilibrer 500 points, 750 points, c'est franchement des formats qui sont assez intéressants, on va le voir juste après. Mais d'abord, je vais vous présenter les forces en présence, les joueurs, leurs profils et leurs armées. Alors, on va les faire par ordre alphabétique et donc je vais commencer par Alexis, mon ami Alexis, et qui est Analepse pour les connaisseurs, qui est déjà passé plusieurs fois dans le podcast et avec qui j'avais fait un gros épisode sur les influences historiques de Warhammer 40 000. Ça se trouve encore, je crois, sur YouTube. Allez checker ça sur sa chaîne. Analepse, alias Alexis, avait ramené son Astra Militarum, qui, un petit peu comme la mienne, est basé sur un régiment précis, en l'occurrence Krieg au niveau du modélisme, mais est un autre régiment dans son propre lore, et du coup il avait une force assez équilibrée, dans laquelle il y avait 2 unités de Krieger, si je me dis pas de bêtises, une escouade de commandement, un canon, gros canon, une équipe d'artillerie et un Lehman russe Vanquisher. Donc ça tient à 500 points et c'est plutôt cool. Force de la garde impériale plutôt inspirée, j'ai envie de dire, et avec ce qui est les 3 piliers de la garde, de l'artillerie, du tank et bien sûr de l'infanterie, en veux-tu, en voilà. Ensuite, il y avait Elliot qui est un petit peu le petit nouveau parmi nos amis du Ghoulfest, mais qu'on adore. Déjà 2 Ghoulfest en peu de temps, Spirel, et maintenant Warhammer 40 000, c'est un grand fanat de Nurgle, et donc en toute logique, il est venu avec la Death Guard. Alors en l'occurrence, sa force était très très fournie en véhicules parce qu'on avait le semi-chenillé méphitique, je crois, vous savez, la fameuse coccinelle qui est une sorte de chasseur de chars à courte portée. Il y avait un drone avec sa super Gatling et il y avait le chenillé Crash Pest dans cette espèce de gros canon automoteur blindé de la Death Guard qui venait soutenir une escouade de Plague Marine, bien entendu, accompagnée de leur seigneur de guerre, un seigneur des Vérolles. Alors c'était une force qui était peut-être moins équilibrée. Il faut savoir que pour les besoins du week-end, je n'avais pas nécessairement donné de restrictions particulières, puisque honnêtement, à 500 points, c'est quand même déjà un petit peu touchy d'avoir des restrictions. On ne peut pas déjà tout rentrer, donc en avoir encore plus, ça pouvait être un petit peu embêtant, notamment pour des gens comme Elliot, qui n'ont pas forcément une force encore très très large pour leur armée. Maintenant, du coup, vu qu'ils avaient le droit à 750 points, nos amis du chaos, il a pu se faire plaisir en ajoutant du véhicule, et ça lui a permis d'être assez dévastateur, on le verra, mais parfois il a manqué d'infanterie à poser sur les objectifs pour accomplir tout simplement ces différentes missions. Ensuite, on avait l'ami Raphaël, que je salue, qui est venu avec ses Space Marines, les fameux Howling Griffons dont vous entendez parler dans de nombreux épisodes, toujours aussi glorieux. Donc là, une force qui était finalement assez équilibrée, assez typique de ce que Raphaël a l'habitude de jouer. Alors après, avec des petites adaptations, il y avait, je crois, 10 intercesseurs répartis dans 2 escouades différentes. On avait un archiviste qui menait des éliminators, le tout en Phobos,
Chaos, et il me semble qu'on avait 5 Terminators qui attendaient depuis leur vaisseau d'être téléportés. Et pour la Kill Team, du coup, il y a eu quelques ajustements pour pouvoir jouer la Kill Team Ange de la Mort. Donc il avait mis son capitaine et d'autres unités, notamment je crois un Space Marine à bolter lourd, pour pouvoir remplir les quotas de la Kill Team, mais aussi se faire plaisir, parce que ce qui était assez cool avec son armée, c'est qu'il ne jouait pas exactement juste une unité isolée de son armée en guise de Kill Team, mais bien une sorte d'ajustement de sa force principale. Donc ça, je trouvais que c'était tout à fait chouette, et ça peut être l'occasion, voilà, de peindre une figurine ou deux en plus d'un petit format pour se faire plaisir le temps d'une partie de Kill Team sur laquelle, vous vous en doutez, je reviendrai bien évidemment. On avait ensuite Ronan, qui est passé dans le podcast il y a quelques mois maintenant, Ronan Toulouat, dessinateur de son état et grand fan des World Eaters et de Khorne. Donc il est venu avec une force qui était menée par Karn le Félon. Alors ici je dois faire une petite incise, puisque ce n'est pas forcément dans mes habitudes d'autoriser, particulièrement dans les campagnes narratives, les personnages nommés, mais déjà les World Eaters ont assez peu d'unités, donc je trouvais que c'était plutôt cool de laisser Ronan jouer Karn, et ensuite je me suis dit, mais pourquoi pas finalement en avoir un seul, une sorte de guest, une sorte de petit caméo qui pourrait être intéressant et avec lequel j'ai joué par rapport à ce qu'on sait de Karn dans son lore, on va dire, non pas maison, mais dans le lore de Games Workshop, le lore officiel, le lore canonique, si on veut bien l'appeler comme tel. Et du coup, Karn menait des hordes de berserk, des Shaco et également des Terminator World Eaters. Donc là, c'était plutôt une force qui était orientée du côté de l'infanterie. Mais c'est tout à fait redoutable, vous le savez, en World Eater, puisqu'ils peuvent se déplacer chaque fois que vous leur tirez dessus, et donc c'est très vite oppressant. Et enfin, il y avait un certain République, alias Thibaut, qui est lui aussi venu avec une force Astra Militarum. Alors à la base, puisque je le disais dans le bilan 2025, l'un des trucs qui me motive le plus à peindre et de peindre en peu de temps, eh bien c'est un événement, j'avais envie de venir avec une force de 500 points, mais 500 points entièrement neuf, donc ne pas utiliser des figurines que j'avais déjà dans ma vitrine. Et pour ça, j'avais commencé à faire une liste qui, en gros, était un peloton de la Deathcore de Krieg, accompagné de 10 chevaux, un canon et de ses ingénieurs. Bon, les chevaux, je me suis dit ça va prendre un temps fou. Les ingénieurs, c'est quand même 5 figurines. Le canon, il est plutôt gros. Et un peloton, dans ma tête, c'est quoi ? Eh bien, c'est au moins 20 Krieger, 20 soldats accompagnés des 5 soldats de l'escouade de commandement. Donc ça faisait quand même beaucoup en peu de temps, puisqu'on s'est décidé, je crois, début janvier pour un Ghoulfest début mars. Donc, mi-février, non pas début mars, on n'y est pas encore, mais mi-février. Donc forcément, ça laissait quand même un peu plus d'un mois et demi, je crois. On en avait déjà un peu parlé, donc j'avais un plan à l'avance, mais c'est vrai que ça laissait relativement peu de temps, surtout quand vous passez quelques jours dans votre belle famille, entre le moment où vous vous décidez et le moment où vous allez vraiment faire votre Ghoulfest. Donc j'ai un peu revu mes plans à la baisse, mais j'ai quand même ramené un paquet de trucs. Puisque du coup, mon peloton, je l'avais déjà peint. Alors cette fois, je n'ai pas pris une escouade de commandement, j'ai simplement pris un Castellan cadien qui menait 20 cadiens, ou 2 fois 10 cadiens en l'occurrence, tels que je les ai joués. J'avais ensuite fait un canon, donc la fameuse équipe d'artillerie dont je vous parlais tout à l'heure. Alexis et moi l'avions tous les deux dans notre liste. Ça a été un super kit à faire d'ailleurs. Donc le mien est un petit peu converti pour avoir un look un peu plus moderne et des cadiens à la place des servants Krieger. Et j'ai rajouté à cela quand même une escouade d'ingénieurs de Krieg. Là pour le coup j'aurais pu vouloir les convertir, mais je trouve qu'ils ont tellement une gueule compatible avec l'image qu'on se fait des combattants de Krieg, des combattants des tranchées, que j'ai pas voulu bidouiller. Donc ils sont un petit peu nature peinture, ce sont bien des Kriegers. Et enfin pour compléter le tout, une escouade de Ratling, donc la Kill Team Ratling que j'ai assemblée comme telle. C'est un super kit d'ailleurs, vraiment bourré d'options et de personnalités. Vous pouvez les faire un peu en mode light, version Warhammer 40 000, où ils ont juste un petit pactage et un fusil de sniper, ou vous pouvez les faire version Kill Team, où quasiment chaque Ratling a une datasheet à lui, avec des effets bien précis, mais surtout un énorme sac à dos bourré de détails, et donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à peindre ces petits Ratling et leur apparence de commando court sur pattes.
Vraiment, ils sont adorables, ils étaient super cool. Et j'ai aussi peint la figurine je ne sais pas si c'était pas Thanksgiving d'il y a quelques années maintenant, peut-être il y a 2 ans. Qui était sorti en même temps que cette Kill Team de Ratling. C'est simplement un espèce de petit socle scénique de 50 mm, je crois, sur laquelle vous avez 2 Ratling. Il y en a un qui surveille les alentours avec son sniper et l'autre qui a la bouffe. Et le pinard, très important pour les Ratling, qui sont non seulement les meilleurs snipers de la garde impériale, mais aussi tous ceux qui administrent la cantine. Et ça, c'est très important pour les soldats d'être bien nourris, vous en conviendrez. D'ailleurs, au passage, c'est une datasheet Legend, mais je me suis autorisé celle-ci. Ce qui est assez cool, c'est que ça vous permet de mener une escouade de Ratling et de les ramener à la vie grâce à la puissance de la nourriture et d'augmenter leur objectif contrôle, leur contrôle d'objectif. Donc ça les fait passer à 2, ce qui en fait une escouade tout à fait raisonnable, un peu une sorte de battle line déguisée. Ce qui est plutôt très très cool. Donc c'était chouette et surtout ça m'aurait permis de jouer à Kill Team si j'avais pris le temps de le faire. Or je ne l'ai pas fait, j'ai joué le rôle d'arbitre pendant Kill Team, je vous en parle tout à l'heure. Mais voilà, le décor est posé, du moins du côté des forces. Il me reste à aborder le lore et pour cela je vais vous lire tout simplement le petit carton d'introduction que j'avais écrit pour mes joueurs. Tenez-vous bien. Robert Guilliman, maître des Ultramarines, seigneur régent de l'Imperium, vient d'ordonner la reconquête des illustres 500 mondes. Une halte dans sa titanesque croisade Indomitus, cette mission a été confiée aux plus valeureux descendants de l'auguste 13e Légion, mais aussi aux innombrables armées de l'Astra Militarum. Dans cette entreprise de reconquête, le secteur de Casphos est une cible prioritaire. Riche en minerais, les planètes qui le composent produisent du carburant pour les armées de l'Imperium depuis des siècles. Pour alimenter la croisade Indomitus et soutenir la campagne des 500 mondes, la stabilité de ce secteur est essentielle. Par chance, l'arch-ennemi n'a pas encore frappé Casphos, ou du moins pas de manière coordonnée. Seuls les Astartes buboniques de la Death Guard, vaincus pendant les guerres de la peste, ont été aperçus dans le secteur. Mais leur présence, de même que le précieux carburant produit sur place, pourrait inciter de nouveaux traîtres à fondre sur Casphos. Une telle hypothèse n'est pas tolérable. Mais les seigneurs d'Ultramar ont des batailles plus cruciales à livrer. Le capitaine Titus a ainsi mobilisé ses alliés parmi le chapitre successeur des Howling Griffins, et dans le même temps, le haut commandement des auxiliaires d'Ultramar a convoqué des régiments alliés. Rassemblés sous le nom de groupe de combat Casphos, ces forces patrouillent désormais dans le secteur, à la recherche des traîtres en maraude, comme des opportunistes qui pourraient en avoir après le précieux carburant impérial. Et les dieux noirs savent que ceux-ci sont nombreux. Dans les recoins sombres du Warp, une bande de World Eaters menée par nul autre que Karn le Félon se prépare à un assaut éclair. Si Khorne réclame les crânes et le sang, la guerre, elle, réclame du carburant, et même les brutes de la 12e Légion doivent se plier à ces exigences. Les forces de l'Imperium parviendront-elles à coordonner leurs actions pour protéger le système du pire ? Ou est-ce que les alliés de circonstance parmi les renégats s'empareront du précieux carburant ? Une chose est sûre, les batailles suivantes décideront du sort de Casphos. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des petits frissons. En tout cas, mes joueurs, eux, ils ont apprécié. Et donc, après cette lecture de l'intro, eh bien, on a pu se lancer. Vous l'aurez compris, j'ai inscrit cette campagne dans le lore le plus récent, ou en tout cas le plus actuel. Je ne sais pas exactement si c'est le plus récent d'un point de vue chronologique, mais celui dont on parle en ce moment dans Warhammer 40 000, c'est celui de la reconquête des 500 mondes. Alors pourquoi j'ai fait ce choix ? Tout simplement parce que quand on a des nouveaux joueurs, eh ben, ça peut être assez cool de s'inscrire dans la tendance du moment. Ça peut paraître artificiel, mais je pense que tout le monde a vu passer Space Marine 2, Titus, voire même la première des extensions de fin d'édition qui était les 500 mondes. Donc ça permet vraiment de nous ancrer dans une forme de présent, ce qui peut être assez cool et donner l'impression que bah voilà, on a suivi les petites affaires de Games Workshop et que nous-mêmes on écrit le lore à mesure que eux le développent, et ça pour moi c'est toujours très important. On aurait pu très bien aussi imaginer, si on n'avait que des joueurs KO, se battre dans les restes du secteur de Badam ou dans le Warp avec des joueurs Red Corsair ou même différentes légions qui voudraient s'emparer de leurs ressources. Mais ça c'est un petit détail, c'est à vous de voir où vous avez envie de vous inscrire et quand vous avez envie
envie de vous inscrire dans le lore de Warhammer 40 000, mais ça peut toujours faire son petit effet, donc j'avais envie de vous en parler. Il faut aussi que je vous parle un petit peu des adaptations pour le jeu. Alors je vous l'ai dit, pour Warhammer 40 000, on n'en a pas fait 50, j'ai pas donné de grosses restrictions. Il y avait même du coup des personnages nommés autorisés. Simplement pour les parties en alliance qu'on allait jouer du coup le dimanche dans notre game final, eh bien on s'est dit que au niveau des points de commandement, chaque joueur aurait un point de commandement à chaque tour. En revanche, ils ne sont pas mis dans un pool commun, ils sont vraiment limités à ce joueur. Et parmi les joueurs d'une équipe, on se partage les stratagèmes universels. C'est-à-dire que par exemple, si Alexis est allié avec Raphaël et Thibaut et qu'il utilise le stratagème grenade lors d'un tour, eh ben, Raphaël ou moi, nous n'aurons pas la possibilité d'utiliser ce stratagème. Ça permet d'éviter les abus des stratagèmes génériques qui sont quand même globalement très forts, que ça soit l'Overwatch, ou le tir en état d'alerte en bon français, les grenades, les interventions héroïques, le fait de pouvoir passer un test de commandement automatique, tout ça est très fort. Et si il y a 3 joueurs par exemple qui peuvent le faire dans le camp impérial, eh bien potentiellement ça peut vraiment créer des problèmes. Donc n'hésitez pas à faire ça quand vous jouez en équipe, bien donner des points de commandement à chaque joueur de l'équipe, mais ne pas les mettre en commun. En revanche, mettre en commun les stratagèmes génériques dans lesquels ils peuvent piocher. Ça permet en plus d'avoir des choix stratégiques assez intéressants du style t'es sûr que tu veux Overwatch ici parce que moi j'ai cette unité là qui est un peu plus adaptée. Certes, on prend le risque de s'exposer là, mais là-bas on va avoir un peu plus d'impact. Donc c'est des discussions entre les joueurs que je trouve toujours assez chouettes et stratégiques. Donc je vous recommande de tester ce modèle-là que j'ai tout à fait pompé à l'événement Watergun dont on vous parlait dans le dernier podcast. Bisous aux organisateurs qui m'ont soufflé cette petite adaptation que je trouve tout à fait bienvenue. Pour ce qui est de Kill Team, là j'ai pas fait de grandes adaptations, si ce n'est que j'ai enlevé certaines couches de ce jeu. Alors, spoiler alert, je me suis un peu réconcilié avec Kill Team, je vous en reparlerai un peu plus tard pour aller dans le détail, mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié nos parties de Kill Team, notamment parce que je les ai simplifiées. Si vous voulez, à Kill Team, il y a 2 grandes phases que j'ai retirées, ou en tout cas 2 grandes mécaniques que j'ai retirées. Pour ceux qui connaissent Warhammer 40 000 mais qui ne connaissent pas Kill Team, c'est simplement un jeu d'escarmouche dérivé du même univers. Vous jouez des opérateurs, des spécialistes, des commandos. Maintenant, chacun de ces commandos, bien sûr, a un peu plus de règles, un peu plus de points de vie, un peu plus d'impact sur la game, puisque vous jouez vos figurines une par une et pas par escouade. En revanche, vous avez également 2 couches stratégiques, un peu à la manière des stratagèmes de Warhammer 40 000. Quand vous commencez un round, avant d'activer vos figurines, vous pouvez déclencher certains stratagèmes, et vous pouvez ensuite en déclencher d'autres pendant le round à chaque fois que vous activez l'une de vos figurines ou en réaction avec l'activation d'une figurine ennemie. Donc en fait ça fait beaucoup d'interruptions possibles et un pool de points de commandement, je ne sais pas si on les appelle exactement comme ça, Kill Team, mais en tout cas un pool de points à gérer. Donc c'est 2 systèmes ou un système ennemi en plus à ajouter un système de jeu qui se joue quand même globalement très différemment que Warhammer 40 000. Donc je me disais, pour une seule partie, on n'a pas besoin d'aller dans ce niveau de granularité, de détail et de complexité. Donc on a fait sauter les trucs de commandement et on est resté un peu dans un kill team datasheet only qui se base uniquement du coup sur les fiches d'unité. Alors ça peut être un petit peu emmerdant parce que parfois vos opérateurs ils ont des choses qui vont justement leur permettre d'utiliser tel ou tel stratagème gratuitement ou plusieurs fois tel stratagème ou réagir à tel stratagème. Dans ces cas-là, moi j'ai simplement dit aux gens, si vous avez une règle comme ça, vous avez une relance gratuite avec votre personnage par activation, puisqu'il n'y a pas de commandement de toute façon automatiquement, elle est gratuite. Et on a quand même gardé les règles d'armée, les règles de faction, qui permettent par exemple aux Space Marines de tirer 2 fois ou de combattre 2 fois, ce que aucune autre faction ne peut faire, sauf règles spéciales. Donc du coup, ça a donné un kill team un petit peu allégé, dont je vous reparle juste après, mais qui a eu son petit effet et qui personnellement, comme je vous le disais tout à l'heure, m'a pas mal réconcilié avec le jeu, mais je fais un peu trop de foreshadowing, on en reparlera plus tard. Avant de vous détailler les différentes batailles, je vais revenir brièvement sur la campagne, ses mécaniques, sa philosophie. Vous le savez, mon taf, c'est d'être narrative designer
dans le milieu du jeu vidéo, donc c'est une forme de game design, mais appliquée à des éléments narratifs, et donc souvent on travaille avec des questions d'embranchement ou des questions de l'ordre de comment je raconte une histoire avec telle ou telle mécanique à ma disposition. Donc souvent faire des petites campagnes, même très courtes, le temps d'un week-end, c'est peut-être la déformation professionnelle qui parle, mais c'est un très bon exercice pour moi, et donc je m'y suis, comment dirais-je, attelé avec appétit. Et par contre, j'ai un petit peu fait les choses différemment par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Je vous explique, d'habitude, quand je fais une campagne, elle peut s'étaler sur plusieurs semaines, plusieurs mois même, et plusieurs parties. Généralement, ça peut être à peu près 3 parties par joueur qui peuvent se croiser ou non. Parfois, j'endosse le rôle d'un MJ ou par exemple d'un régiment de la garde impériale qui traînait par là au hasard, sur lequel un joueur KO ou un joueur Xenos aurait envie de cogner. Cette fois, je me suis pas trop lancé dans ce genre de campagne-là et j'ai globalement réduit tout ce qui est de l'ordre de l'embranchement. Par embranchement, j'entends quoi? J'entends l'idée que en fonction d'un résultat, du résultat d'une partie, pardon, eh bien les autres parties vont se jouer sur telle planète, avec telle règle, avec tel joueur, etc. etc. Les embranchements, c'est hyper cool, c'est assez enivrant, c'est très complexe à faire pour que ça marche à tous les coups. Mais pour vos joueurs, ça peut être vraiment cool parce qu'ils ont l'impression de personnaliser leur expérience de jeu et d'avancer au fil de la campagne de manière tout à fait organique et d'avoir vraiment un contrôle finalement sur celle-ci. Maintenant, je me rends compte au fur et à mesure des expériences que ce que les joueurs retiennent de ces embranchements, eh bien, ce sont les embranchements eux-mêmes. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Dans quelle planète j'aurais pu combattre si j'avais fait tel ou tel truc? Et donc c'est toujours amusant d'en parler avec eux une fois la campagne terminée ou entre deux parties, mais je trouve que malheureusement ces embranchements ils nous sortent la tête de l'histoire qu'on essaye de raconter elle-même. C'est-à-dire que plus vous la personnalisez, plus elle a des possibilités de rebondissement, de sous-intrigue, de quêtes secondaires, et plus elle paraît très personnelle. Vraiment, le joueur va avoir l'impression, les joueurs vont avoir l'impression d'avoir un truc qui est vraiment organique, qui est fait pour eux, sur mesure. Mais de temps en temps, ça fait un peu de la bouillie, narrativement parlant, parce que on a du mal à retomber sur nos pattes ou qu'on a un joueur pas disponible. Donc du coup, il va falloir adapter un scénario qui ne fonctionnait qu'avec ce joueur-là, ou avec les décors qu'il amène, ou avec telle unité qu'il allait me prêter. Donc, outre cette obsession pour l'embranchement lui-même, l'embranchement en tant que philosophie et les contraintes que ça donne, que ça apporte, pardon, je me suis dit, cette fois, on va pas faire comme ça. Alors après, là, on avait un avantage, c'est qu'on avait tous dédié notre week-end à Warhammer, donc normalement, à moins d'un accident, tout le monde était là et tout le monde devait jouer ses parties. Mais c'est aussi un avantage sur lequel j'ai pu construire ma campagne, en me disant... Voilà, on sait que tous ces joueurs sont là, ils ramènent cette armée et j'ai envie de raconter ça pour eux. Donc les 500 mondes, je vous en ai parlé pour rester dans un truc présent, mais aussi un monde précis que j'ai tiré du bouquin Casse-Fausse, j'ai repris ça du lore officiel on va dire. Par contre, après, je m'en suis un peu éloigné. Je crois que c'est un agri-monde, ou c'est pas nécessairement un monde qui fait du carburant dans le bouquin des 500 mondes. Et ensuite, je me suis dit, on va développer en fonction des armées qui sont là et de ce que elles vont nous permettre de faire. Mais il y a une sorte de fin qui est déjà un petit peu écrite. Il y a un nombre de parties limité. Il faut que ça soit terminé avant la fin du week-end. Et il faut qu'il y ait de gros impacts d'une partie à l'autre, plus que des embranchements eux-mêmes. Là, si vous voulez, les embranchements, ils n'allaient pas changer la face de cette campagne. Ils n'allaient pas drastiquement impacter les décors dans lesquels on allait se battre, les forces qui allaient s'affronter, etc., etc. Mais ils allaient ajouter du piment sur chacune des étapes à passer lors du week-end. Je vous en dirai un peu plus quand je vous parlerai de chaque scénario. Et je trouve, du coup, avec maintenant le recul sur ce petit Coolfest, que ça a porté ses fruits. Je trouve que cet impact-là, sur lequel on revient juste après,
est plus important que l'impact que peut vous amener des embranchements finalement dans lesquels les joueurs peuvent se perdre, dans lesquels vous-même vous pouvez passer beaucoup de temps à réfléchir à ok, qu'est-ce qui se passe si mon joueur a gagné la première game, perdu la deuxième, mais regagne la troisième. Bon, au final, là, moi je savais très bien ce qui allait se dérouler. Peu importe le succès ou la défaite de telle ou telle faction, les parties allaient être les mêmes, mais c'est ce qui se passe dans chacune de ces parties qui allait être différent. Donc ça vous donne un peu de contrôle finalement sur ce qui se passe, et c'est ça que je vous recommande de faire si vous débutez dans l'organisation d'une campagne ou si vous avez envie de raconter une histoire précise mais qui va trouver son fun, qui va trouver sa personnalité dans des petits ajouts et dans des petites personnalisations qui vont être vraiment décidées par vos joueurs. Hein. Donc c'est pas comme s'ils n'avaient plus aucun contrôle sur cette campagne non plus. Vous n'êtes pas en train non plus de jouer les marionnettistes et de les obliger à faire l'histoire que vous voulez absolument raconter, mais c'est un petit peu différent de la philosophie habituelle et j'ai trouvé que ça marchait bien. On va le voir, j'espère, avec chacune de ces batailles. Maintenant, on va passer aux détails de chacune de ces parties et on va commencer par la partie qui allait s'intituler Exercice de manœuvre, qui du coup allait se jouer à 500 points à Warhammer 40 000. Je vous lis le petit texte d'intro. Une rivalité malsaine unit les régiments de Krieg à ceux de Vosgal depuis la guerre des Trois Familles. Malgré l'intégration d'une compagnie de sapeurs du 71e de Krieg au sein de la 2e division blindée de Vosgal, cette inimitié persiste et risque de faire dérailler la campagne de Casfos. Pour y remédier, le Departamento Munitorum a ordonné des exercices de manœuvre en marge des combats sur la lune d'Elmans. Les régiments ont ordre de régler leurs fusils laser à la plus basse fréquence possible et de charger leurs obus à blanc, afin de résoudre leurs différends par leur maîtrise du Tactica Imperium. Vous l'aurez compris, donc pour l'ouverture de ce Ghoulfest, eh bien on commence par un affrontement fratricide. Pourquoi j'ai fait ça ? Là aussi, petite parenthèse philosophique, petit disclaimer sur la conception de cette campagne, eh bien parfois c'est un petit peu emmerdant le lore parce que c'est toujours un peu les mêmes joueurs qui s'affrontent et qui affrontent toujours la même faction. Donc à moins qu'il y ait une grosse rotation dans les armées possédées par chacun, ça peut toujours donner Thibaut avec sa garde impériale affronte Raphaël avec sa Death Guard. Donc là je me suis dit, est-ce que ce serait pas rigolo de commencer la campagne par quelque chose d'assez nouveau, des affrontements fratricides, et donc j'ai affronté Alexis. Alors en l'occurrence, il y a plein de moyens de faire en sorte que des affrontements fratricides existent au sein de l'Imperium, entre différentes factions, par rapport à des différends beaucoup plus gros que les nôtres. Là, je me suis basé sur l'idée d'un exercice de manœuvre. Donc en fait, c'est un affrontement, mais on ne s'affronte pas vraiment. Fallait du coup imaginer que nos petits bonhommes se battaient non pas pour se tuer, mais pour voir quel régiment avait la supériorité tactique et stratégique sur l'autre. Et pour ce faire, on s'est déployé dans un décor type lune industrielle avec des ruines et des cratères dans le mode de déploiement aube de guerre traditionnel que vous connaissez et qui est tiré du pack de missions 2025-2026, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire simple. N'hésitez pas à aller piocher dans ces déploiements-là, à moins que votre mission demande des déploiements vraiment précis. Le plus simple, c'est encore d'aller regarder ce que fait Games Workshop et de voir qu'est-ce qui correspond à ce que vous avez envie de raconter. Maintenant, quels étaient nos objectifs ? Eh bien, il fallait tenir des objectifs, justement, qui étaient placés dans le No Man's Land, 3 dans le No Man's Land, 1 dans notre zone de déploiement respective, et nous marquions des points pour chacun de ces objectifs qu'on contrôlait, et on avait des objectifs secondaires un peu plus forts, on va dire. Il y avait l'idée d'aller récupérer l'objectif de la zone de déploiement adverse, qui valait plus de points, l'idée de détruire aussi des unités, alors de les détruire psychologiquement, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est un exercice de manœuvre, on se tire pas vraiment dessus, quoique ça se trouve certains gardes ont fait les filous et ont laissé leur fusil à intensité maximum, et donc pour chaque unité détruite, on marquait également des points.
Donc c'est un scénario parfaitement traditionnel, des points pour tenir les objectifs, des points pour abattre les unités ennemies, mais ça allait très bien à des forces équilibrées comme les nôtres, et particulièrement quand on affronte un joueur comme Alexis, qui n'a pas forcément l'occasion de faire beaucoup de Warhammer 40 000, donc c'était sympa de lui donner un petit peu l'expérience typique, l'expérience un petit peu alpha et oméga de 40 000 à 500 points, et on a vu que ça jouait plutôt bien, on a fait nos petites manœuvres, on donnait nos ordres, et dans ce match miroir garde impériale, j'ai trouvé que c'était très très cool. Ça a été serré pour le coup, j'avais pris beaucoup d'avance au niveau des objectifs au départ, et puis je me suis fait un petit peu rattraper par l'attrition ensuite, peut-être parce que le Lehman Russe Vanquisher d'Alexis, je n'ai pas réussi à l'abattre malgré mes ingénieurs de Krieg, leurs grenades anti-char, leurs mines anti-char et un tir de canon bien placé. Il est resté plutôt intact ce véhicule-là. Et il a fait de gros dégâts avec ses lance-flammes de Tourello parmi mes unités, et si bien que j'étais globalement table rasée au début du tour 4 sur 5. Donc partie relativement intense, mais c'était assez rigolo parce que souvent mon expérience de la garde impériale c'est un peu ça, scorer très fort dans les 3 premiers tours et à partir du 4e commencer à perdre mes unités en cascade. Alors là pour le coup ça a été très très violent, et donc Alexis a pu simplement faire ses 2 derniers tours pour remonter au score. Pas de beaucoup, je crois que à la fin la différence était de 5 points, mais ça lui a assuré la victoire. Et donc les conséquences suivantes, puisque comme je vous le disais, il n'y avait pas d'embranchement majeur sur qui allait affronter qui ou dans quel endroit. En revanche, à chaque partie, ces conséquences, des petites péripéties, des petits bonus ou des petits malus. En l'occurrence, que des bonus ici pour Alexis, puisqu'il a reçu la Honorifica Imperialis, l'une des nombreuses médailles qui étaient détaillées dans le Codex Garde Impériale 3.5, qui est l'un de mes préférés. Du coup, ça lui permettait de désigner une de ses unités pour recevoir la médaille, et dans la prochaine partie de Warhammer 40 000, cette unité, une fois par bataille, eh bien, lorsqu'elle tire ou lorsqu'elle combat au corps à corps, elle avait le mot-clé touche fatale, ce qui est plutôt fort, puisque ça vous permet de blesser automatiquement sur un 6 à la touche. Et bien sûr, il avait le droit à une petite réorganisation régimentaire, ce qui lui permettait de prendre contrôle lors de ma prochaine partie de mes sapeurs. Et oui, mes sapeurs étant des Kriegers. Alors je vous l'ai dit, j'ai fait une petite erreur en travaillant sur le lore. Alexis, son régiment techniquement, ce n'était pas des Kriegers, mais vu que en termes esthétiques, c'en était, je me suis dit, allez, ça a du sens que pour punir mon régiment qui n'a pas été si bon dans les exercices de manœuvre, ils doivent céder un certain nombre d'unités à son régiment cousin, et c'est ce qu'ils ont fait. Le deuxième affrontement fratricide, si vous avez bien suivi, allait se jouer entre la Death Guard et les War Eaters. La mission s'appelle la Loi de l'œil, et voici le petit texte d'intro. En maraude dans les 500 mondes depuis la fin des guerres de la peste, la bande de Diphtherius cherche à nouer des alliances pour mieux ravager le secteur de Casphos. Les War Eaters ont invité les guerriers de la Death Guard à bord de leur vaisseau. Les fils de Mortarion s'en réjouissent, mais Karl le Félon n'est pas réputé pour être un allié fiable. Vous le savez un petit peu si vous connaissez le lore du bon Karl. Niveau déploiement, on était en recherche et destruction, et là, on était dans un décor type vaisseau. Boarding action, boarding action, petit clin d'œil à Maxou, le maître absolu de ce mode de jeu. En l'occurrence, là aussi, on l'a un petit peu simplifié. On jouait pas avec des patrouilles d'abordage, mais avec nos listes habituelles. En l'occurrence, là, il faisait du 750 points et avec du véhicule, donc ça avait un peu rien à voir en dehors des décors avec le boarding action. Si ce n'est qu'on a gardé les règles d'engagement, c'est-à-dire que si vous voyez par exemple 2 figurines qui dépassent d'une porte, vous pouvez détruire ces 2 figurines au tir, mais pas le reste de l'escouade. Une fois que vous avez détruit ces 2 figurines, ce sont celles-ci qui sont enlevées et les autres sont safe. Donc on a joué comme ça, ce qui me semblait être important, notamment pour nuancer l'énorme avantage qu'avait l'ami Elliot avec ses véhicules. En termes d'objectifs primaires, eh bien, vous le savez, nos chaoteux ne font pas dans la dentelle, eh bien, ils devaient affronter le seigneur de guerre ennemi, le tuer pour marquer des points, et potentiellement le tuer avec leur propre seigneur de guerre permettait de rapporter encore plus de points. Vous le savez peut-être d'ailleurs, Karn sur sa data sheet, eh bien, il peut revenir à la vie. Elliot marquerait quand même des points si jamais Karn revenait à la vie. Et ce qui est assez drôle, c'est que lors de cette partie qui a été très violente en termes d'attrition, au niveau de la Death Guard, qui a vraiment infligé de très lourdes pertes aux War Eaters, eh bien, Karn a été
tué, il me semble, par le seigneur de guerre de la Death Guard, ou en tout cas il a été tué, et il s'est relevé et il a été tué le seigneur de guerre ennemi, donc pour arracher une égalité en termes de scoring primaire. Et en termes de scoring secondaire, en termes d'objectifs, eh bien là je suis resté sur des choses très basiques. Tout simplement pour Nurgle, la possibilité de marquer à partir du round 2 des points pour chaque unité à portée de contagion. Et pour Khorne, les World Eaters, la possibilité de marquer des points en fonction des bénédictions de Khorne qui se jouent avec des doubles ou des triples. Vous jetez un certain nombre de dés, 8 si je me souviens bien. Et donc du coup, si en fonction de celles que vous choisissez, les premières valaient 1 point de victoire, les deuxièmes 2 points et les deux dernières 3 points de victoire. Donc ça peut paraître un peu bizarre là ce que j'ai fait avec les objectifs secondaires plutôt que de mettre des objets à tenir. En même temps, on était dans un vaisseau rempli d'hérétiques et de renégats, ça me semblait un petit peu bizarre de commencer à faire de la prise de... Par contre, ce que je voulais faire, c'était initier un petit peu Ronan et Elliot à jouer avec leurs règles d'armée. C'est pas des gens qui jouent autant que Raphaël et moi par exemple à Warhammer 40 000, donc je me suis dit tiens, scorer avec sa règle d'armée, ce qui est un petit peu d'ailleurs l'esprit de la Combat Patrol, hein, pour le coup, telle qu'on la joue, telle qu'elle est pensée par Games Workshop, eh bien c'est un bon moyen peut-être de se souvenir de ces règles-là et de jouer vraiment tel que l'armée est conçue d'un point de vue gameplay. Donc ça leur permettait de rapporter des points finalement sans avoir trop à se prendre la tête d'un point de vue stratégique, et ça a plutôt bien marché puisque même si Ronan a subi d'énormes pertes, il a réussi à remonter au score et à gagner cet affrontement, et donc Khorne a soumis la Death Guard sous son commandement. En termes de conséquences, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, c'est la supériorité martiale. Le seigneur de guerre ennemi a ajouté des 3 attaques sur l'une de ses armes de corps à corps. Bon, en l'occurrence, Khorne est passé de 8 à 11 attaques, je crois, donc c'était particulièrement énervé. Et il y a également la collaboration impie qui s'est mise en place, à savoir que un joueur World Eater donc allait pouvoir profiter avec l'une de ses unités une fois par bataille lors de sa prochaine partie de Warhammer 40 000, eh bien, il allait pouvoir profiter de la contagion. Et ça, c'est ultra fort. Parce que, effectivement, autre adaptation qu'on a faite, mais les effets d'une armée ne s'appliquent pas à une armée alliée. Donc, par exemple, je ne peux pas recevoir le serment de l'instant d'un Space Marine, et normalement Ronan ne devrait pas pouvoir recevoir les bienfaits de Nurgle puisqu'il joue Khorne. Mais j'ai fait une petite exception à cela pour les besoins de cette partie. Et de cette campagne, déjà parce que je trouve que c'est assez cool, parmi les dieux du chaos, Khorne et Nurgle, ça fait partie de ceux qui s'entendent le mieux, et aussi parce que ça permettait de créer des stratégies assez nouvelles et potentiellement très très fortes. Bien sûr, si Elliot avait gagné, il aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire récupérer des bienfaits de Khorne sur une unité Nurgle, ce qui là aussi peut être très vite vraiment vraiment fort. Après c'est une fois par bataille et sur une seule unité, donc j'ai pas trop abusé non plus, mais ça me semblait être le genre de truc un peu sympa à faire, à imaginer d'un point de vue lore, et qui peut avoir un gros impact sur la table en termes de jeu. Donc c'est typiquement ce que j'aime faire. Surtout dans le cas d'une campagne où il n'y a pas énormément d'embranchement, il faut que chacune de ces petites options que vont débloquer les joueurs soit significative. Et une dernière précision sur ce scénario, le vainqueur allait affronter l'Astra Militarum dans la prochaine partie, qui serait donc une partie de Kill Team. Mais pour l'instant, place au perdant, à la Death Guard, qui allait être traqué par Raphaël, qui enfin rentrait en scène le temps d'une partie de Kill Team, un scénario que j'ai intitulé Track Ultramarienne. Lointains descendants des Ultramarines, les Howling Griffins, en ravitaillement dans le secteur de Macrage, se sont portés volontaires pour débarrasser leurs aînés de la souillure du chaos. Le capitaine Doras a pris la tête d'une kill team pour frapper un cargo tombé aux mains de l'ennemi en orbite d'Elmance. Si leur mission est accomplie, les Howling Griffins savent qu'ils recevront les honneurs du glorieux chapitre et des ressources bien plus nombreuses. Mais les forces du chaos à bord du vaisseau sont bien décidées à faire de ce navire un des instruments de leur victoire. Au niveau du déploiement, on s'est mis dans un décor type Gallo Dark, donc encore une fois, conduite de vaisseau, un petit peu triste pour l'ami Elliot qui jouait du coup 2 fois de suite dans ce terrain-là, et avec le déploiement OP préliminaire numéro 1,
du bouquin de Kill Team de base. Je vous l'ai dit, j'ai simplifié Kill Team, donc je suis resté sur ce qu'on trouve dans le bouquin et pas dans les différentes saisons. Même si tout ça, je crois, est gratuit, je suis resté le plus proche possible du jeu de base, avec du coup une OP par joueur. Normalement, je crois que c'est 2 OP par joueur et c'est les mêmes pour les 2 joueurs. Là, cette fois, j'en ai donné une chacun et c'était des OP différentes. Pour les Space Marines, eh bien, on avait le capitaine Doras des Howling Griffons qui avait prêté serment d'exterminer les hérétiques pour rétablir l'honneur du chapitre fondateur des Ultramarines, et donc il suivait l'OP de nettoyage, tout simplement détruire des opérateurs marque des points de victoire. Et du côté Death Guard, eh bien, il fallait faire de l'immense cargo une arme de guerre, et donc la Death Guard devait corrompre l'esprit de la machine du vaisseau. Et là, eux suivaient une OP de sécurisation, donc ils avaient 3 marqueurs, et ils pouvaient marquer jusqu'à 2 points de victoire par marqueur, par tour, afin de équilibrer ce scénario et d'éviter que Elliot puisse s'envoler au niveau du score, alors que Raphaël n'avait forcément qu'un nombre limité de points de victoire, puisqu'il fallait détruire la kill team ennemie, et vous le savez si vous jouez à kill team, les kill team Space Marine ne sont pas très nombreuses, même si elles le sont un peu plus que lors de la précédente édition. Qu'est-ce que ça a donné finalement ? Eh bien, ça a donné une partie assez violente. Kill Team, c'est quand même un jeu très létal. On a tendance à dire que Warhammer 40 000 est létal. Je me demande si des jeux d'escarmouche le sont pas encore plus. Maintenant, ce qui est assez cool, c'est que c'est létal à dessein. C'est pour représenter la violence des affrontements, la puissance de chacun de ces opérateurs, et on retrouve un petit peu la saveur qu'on a un peu perdue à Warhammer 40 000, et ça m'a beaucoup plu. On a eu des moments assez incroyables, notamment l'éliminator caché dans sa cape de camouflage qui s'est mis en embuscade dans un couloir et qui a snipé de la Death Guard. On a eu des pouvoirs psy de Nurgle et du poison qui sont venus à bout du capitaine Doras. Donc ça a été brutal, mais ça a été tellement brutal que Raphaël a très vite pris l'avantage, et Elliot, qui était par ailleurs un petit peu perdu dans ce nouveau système de jeu. Je ne dis pas ça pour l'accabler, je reviendrai d'ailleurs un petit peu sur ce phénomène un peu plus tard quand je vous ferai un peu le bilan de cette campagne. Ça aurait été sympa peut-être de faire une partie à blanc pour lui, parce que très clairement il a peut-être joué un peu plus Warhammer 40 000 dans l'esprit et un peu moins Kill Team. Il a été moins prudent et pour ça il a été châtié par les Space Marines des Howling Griffons, qui du coup l'ont emporté. Et ce faisant, eh bien, le capitaine Doras, qui pourtant est tombé au combat, en tout cas a été blessé lors de cet assaut, eh bien, allait pouvoir rejoindre la partie de Warhammer 40 000 suivante, la dernière partie du week-end, alors que Raphaël, pour une fois, ne jouait pas son fidèle capitaine, mais un archiviste Phobos. Eh bien, il l'a joué quand même parce qu'il a gagné la partie. Et là, il y avait un embranchement quand même de taille, non pas sur la façon dont allait évoluer la campagne, mais la façon dont allait être jouée cette dernière partie. C'était l'idée d'un cargo contaminé, parce que si Elliot l'avait emporté, eh bien, il aurait pu utiliser le cargo et le faire tomber à la surface de Casphos. Je vous en parle dans quelques minutes. Avant ça, on va parler de la dernière game de Kill Team qui s'appelait Reconnaissance en Force et qui a vu s'affronter Ronan, qui aurait pu jouer la Kill Team des World Eaters, mais malheureusement elle n'était pas peinte, donc il a plutôt joué des renégats de la garde impériale contre la Death Corps d'Alexis. C'était plutôt bien parce que du coup, vous allez voir dans ce petit carton d'intro que j'avais prévu le coup. À bord de vaisseaux civils ou à l'aide de traîtres locaux, les renégats ont mis pied sur Casphos. Ils approchent dangereusement des raffineries de carburant, dont certaines ont été détruites par un mystérieux incident industriel. Sanctionnée pour son manque de vigilance, la garnison de l'Astra Militarum chargée de patrouiller dans la zone est prête à tout pour défendre son honneur. Les combats ne seront pas aussi simples que prévu. Donc là, vous voyez qu'il se passe des choses un peu hors champ. Les renégats ont mis le pied sur Casphos, peu importe les résultats de Ronan ou d'Elliot. Vous voyez aussi que les troupes de Alexis, malgré leur victoire, ont été sanctionnés, doivent patrouiller dans cette zone industrielle qui a fait l'objet d'un sabotage ou d'un incident industriel. Donc ça, c'est un autre moyen aussi de faire avancer l'histoire sans forcément que vos joueurs aient du contrôle dessus. Ça peut être frustrant pour eux, mais ça permet de vous placer là où vous avez envie d'être. Et typiquement, là, ça nous permettait d'expliquer pourquoi un régiment de la garde impériale avait potentiellement, alors c'était aux joueurs, je ne sais pas s'ils ont remarqué ça, mais d'imaginer ce qui s'était passé.
Peut-être qu'un autre régiment local avait retourné sa veste, détruit les raffineries et ouvert les portes pour les futurs World Eater et Death Guard qui allaient arriver sur Casfos. Peu importe, au niveau du déploiement, on était sur l'OP préliminaire numéro 2 avec des décors type Volcus, donc les ruines de base. Et les objectifs pour la garde impériale, eh bien, elle devait à tout prix prévenir ses alliés avant que d'autres raffineries ne tombent aux mains de l'ennemi. Elle suivait donc une OP de transmission sur 3 marqueurs avec toujours un maximum de 2 points de victoire par tournant après le premier, tournant ou round comme on dit à Warhammer 40 000. Et les traîtres, en revanche, eux suivaient une OP de nettoyage. Chaque crâne leur faisait plaisir, donc il fallait en décapiter un maximum et donc tuer les opérateurs ennemis. Là, ça a été une partie beaucoup plus équilibrée en l'occurrence, et beaucoup plus populeuse aussi, puisque ça avait une douzaine, une quinzaine peut-être même de figues par camp, et on a eu une game assez cinématique, plutôt chouette, dans lequel au départ, je crois que les renégats avaient vraiment l'avantage, et puis petit à petit, il y a eu des craquages, il y a eu de la stratégie du point de vue de la garde impériale, et du coup, les messages radio ont été transmis et l'Astra Militarum l'a emporté. Du coup, on allait pouvoir préparer nos défenses lors du prochain tour de la prochaine partie de Warhammer 40 000. On allait pouvoir recevoir 2 ordres sur nos unités au lieu d'un seul. Alors on n'avait pas un nombre d'ordres non plus illimité, donc c'était pas forcément très fort, mais ça permettait de maxer les ordres sur une unité un peu énervée, comme par exemple un Lehman Russ Vanquisher au hasard, ou une unité d'ingénieurs, de sapeurs, de Krieg. Mais si le chaos l'avait emporté, eh bien, ils auraient tout simplement déblayé cette zone, ils auraient pu progresser à couvert, et du coup, lors de leur premier tour, ils auraient eu droit au mot-clé discrétion avec toute leur infanterie, ce qui est très très fort. Et nous en arrivons, mine de rien, petit à petit, vers par le fer et le feu, la dernière partie, la partie dominicale par excellence. On se réunit tous ensemble, on prend une petite bière, un café en fonction de l'heure et on envoie toutes nos forces se taper dessus. En l'occurrence, là, on avait une table absolument incroyable. Je vous en parle juste après ce petit carton d'intro. Capitale de Casfos, la cité industrielle de Promepheum Majoris est dans le collimateur des forces du chaos. Les hérétiques comptent sur une frappe aussi rapide que brutale pour la faire tomber et ainsi décapiter tout le secteur. Mais les talents divinatoires de l'archiviste Sabor pourraient suffire à contrecarrer leur plan diabolique. Bien décidés à enrayer l'attaque ennemie, les Howling Griffins ont pris la tête des opérations et galvanisent les troupes de l'Astra Militarum depuis le front. S'il le faut, les Imperiums sont prêts à détruire leurs réserves de carburant plutôt que de les voir tomber aux mains de l'ennemi. Donc là, on était dans un déploiement asymétrique. J'ai été chercher les cartes de déploiement asymétrique de la saison 2025-2026 qui sont super. Alors, Games Workshop vous recommande de les utiliser avec des armées, je crois, d'au moins 2000 points, voire même de 3000 points, pour vraiment que ça puisse être des parties épiques. Là, on était à 1500 points, 2 fois 750 pour le chaos et 3 fois 500 pour l'Imperium. Et pourtant, ça a bien marché. Ça a super bien marché. Et là se situait l'un des embranchements du week-end. Puisque si le chaos avait gagné 2 fois à Kill Team, il avait un déploiement asymétrique qui l'avantageait lui, puisque nous, on aurait dû se déployer en dernier carré, donc dans une bulle très restreinte. Donc on n'aurait pas vraiment eu le contrôle de la map. Par contre, si l'Imperium avait gagné 2 fois à Kill Team, ce qui était le cas, on avait le droit à un déploiement beaucoup plus avantageux qui était, je crois, le fer de lance plutôt, ou la ligne défensive, l'un des deux. Je crois que j'ai adapté un petit peu le scénario parce que je me suis rendu compte que ça serait particulièrement violent. C'est pareil, normalement, en gagnant 2 kill team, on devait jouer en premier. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être un peu sévère et potentiellement ne pas représenter exactement ce qui était en train de se passer à la surface de ce monde. Donc c'était peut-être plus intéressant de se décider au dé. Et puis c'est toujours un petit peu fun d'ajouter les dés de 2 joueurs pour faire l'initiative plutôt qu'un seul, comme quand on le fait quand on joue à 2 plutôt qu'à 4 ou plus. Donc c'est ce que nous avons fait, nous avons quand même obtenu le premier tour et on était sur une map absolument incroyable. J'avais utilisé en partie les plateaux de boarding action pour représenter l'intérieur d'une raffinerie qu'on avait finalement bidouillé à l'aide des décors, vous savez, de Necromunda.
ces grandes plateformes. On avait mis des conduites de Prometheum, des pipelines, je sais plus comment on appelle ça, que j'avais ramené. On avait mis pas mal de ruines qui avaient du sens, donc on avait vraiment l'impression de se battre dans une zone, on va dire, industrielle, dans cette raffinerie, et devant nous, des ruines, des cratères et surtout des renégats très énervés qui s'apprêtent à nous foncer dessus. Quelles étaient maintenant les péripéties de cette partie? Pour une fois, j'ai ajouté des péripéties au-delà des objectifs. Pourquoi? Parce que ça pimente la game, c'est la dernière. Il faut des petits trucs qui feront qu'on s'en souvient de cette game. Donc c'est toujours amusant sur la dernière game ou les games les plus importantes d'avoir des péripéties. Et il y en avait pas mal. Alors des assez simples, comme par exemple la préscience tactique qui permettait à l'unité archiviste de Raphaël de donner des ordres à la garde impériale, donc une nouvelle exception à nos règles normalement d'alliance entre joueurs, mais du coup ça lui permettait en fait de représenter effectivement les dons divinatoires de son archiviste et le fait que les Howling Griffons avaient pris le commandement des défenses impériales. Il y avait également la rivalité tutélaire. Au début de chaque round, on jetait un D6 sur 1 à 3, on avait la faveur de Khorne, sur 4 à 6, on avait la faveur de Nurgle, et quand c'était le cas, eh bien le joueur Nurgle ou le joueur War Eater, en fonction du résultat du dé, pouvait avoir le stratagème de relance de commandement, donc simplement pouvoir relancer un dé gratuitement, même si son joueur allié l'avait déjà utilisé. Nouvelle exception, non pas aux règles de Warhammer 40 000 habituelles, mais aux règles qu'on s'était fixées, où on partageait, comme je vous l'ai dit en intro, les stratagèmes de base. Donc là, ça permettait d'avoir 2 relances, et ce qui était plutôt fort du côté KO. Mais en principe, si le KO avait réussi à s'emparer du fameux cargo stellaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien ils auraient pu le balancer sur la planète. Comment ça se traduisait en termes de jeu? Eh bien j'ai tout simplement repris les règles du missile Death Strike, c'est-à-dire qu'au début de la partie vous placez un point, et ensuite à partir du tour 2, eh bien vous pouvez choisir de frapper ce point, donc d'envoyer un énorme cargo tomber sur la gueule des ennemis aux alentours, ou de le déplacer, puisque bien évidemment, nous, on voit le cargo approcher, donc on peut choisir de s'en éloigner. On aurait pu faire ça toute la game. Malheureusement, Elliot avait perdu sa partie de Kill Team, donc cet embranchement-là, cette péripétie-là, on ne l'a pas utilisé. Mais pour info, le crash aurait quand même fait très mal, puisque c'était la stat du missile Death Strike, 2d6 attaques qui touchent sur du 2+, toutes les unités à 6 pouces aux alentours du point, avec une force 16, une PA -4 et un dégât 1. Donc ça peut faire quand même très mal malgré le dégât 1, puisque c'est 2d6 attaques, et puis force 16, bon, PA-4, globalement, il y a beaucoup de choses qui tombent sous les coups d'un cargo qui s'écrase au milieu d'une raffinerie. Par chance, on n'avait pas à gérer cet aspect-là, donc nous, joueurs gardes impériaux et Space Marine, on était beaucoup plus à l'aise, et on a pu remplir nos objectifs de mission très simplement. Il y avait d'abord l'idée de décapiter les seigneurs de guerre adverses, marquer 5 points de victoire si on tuait les seigneurs de guerre adverses. Là, le KO avait un avantage, puisque nous, on était 3. C'était à le dessin. Je trouvais que c'était intéressant de laisser cet avantage aux joueurs KO, qui allaient déjà, en plus, un petit peu galérer de par leur déploiement, etc., etc., et aussi avaient un terrain qui les avantageait un tout petit peu moins, même si on avait quand même placé des ruines. C'était pas non plus un champ sans aucun couvert, sans aucun occultant. Ils avaient l'occasion de manœuvrer, et nous aussi, pour chercher des lignes de vue. Ça, c'était l'objectif primaire, aux côtés de la prise de la raffinerie, bien sûr, qui allait se jouer à la fin de la partie. Donc vraiment, le dernier tour de nos adversaires, on compte toutes les OC, toute la valeur d'objectif contrôle sur les unités qui sont à l'intérieur de la raffinerie. Et rappelez-vous, c'était représenté par la moitié d'un plateau de boarding action, donc c'était simple de savoir si on touchait la raffinerie ou pas. Il n'y avait pas besoin de mesurer, simplement on était à l'intérieur, le contrôle d'objectif comptait, et basta. Au niveau des objectifs secondaires, puisque du coup les joueurs du KO avaient un avantage, je nous ai quand même donné l'occasion de remonter au score à l'aide d'actions, des actions de sabotage qui allaient devoir être effectuées au contact des conduites de Prometheum. Et pour chaque conduite
de Prométhéum saboté, on marquait un point de victoire, il y en avait 5, donc ça permettait d'équilibrer ce fameux avantage des seigneurs de guerre. Mais pour ça, il fallait sortir de la raffinerie en partie. Elle n'était pas tous vraiment devant notre nez, il fallait quand même accepter de quitter nos zones de défense pour pouvoir aussi potentiellement, là c'est le game designer qui parle, mais inciter les joueurs impériaux à effectivement prendre des risques et potentiellement offrir du coup des charges plus simples aux joueurs du chaos. Ce qui a plutôt bien marché, même si du coup on a effectivement fait tous nos sabotages, et il y avait un petit effet qui se coule sur ces sabotages là, c'est que les unités qui les traversaient allaient subir des 6 blessures mortelles, sauf les véhicules qui allaient subir des 3 blessures mortelles. Donc il fallait ensuite les éviter, on allait pouvoir les utiliser comme un truc défensif. En l'occurrence, Raphaël a fait un truc assez épique un moment, une intervention héroïque à travers les flammes de Prométhéum. Il a perdu 3 Marines, mais c'était quand même très 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 joli. 3 Marines peut-être pas d'ailleurs, mais au moins 2 il me semble, il avait fait une grosse valeur sur son D6 de blessures mortelles. Qu'est-ce que ça a donné cette game ? Elle a été assez intense. Parce que honnêtement, on a frappé très fort les premiers tours. Le Lehman Russ Vanquisher a fait son taf. On a abattu les véhicules de la Death Guard les uns derrière les autres. On a réussi à sniper, je ne sais plus au corps à corps ou au tir, mais le seigneur de la Vérole. Les Plague Marines se sont écroulés derrière. D'ailleurs, j'avais oublié, mais Elliot avait aussi une petite escouade de Terminator, de 3 Terminators rouillards de la Death Guard qui sont arrivés et ont très vite été sa dernière unité, mais ils ont pénétré l'enceinte de la raffinerie, en tout cas pour un temps. Et vous le savez, quand on joue contre la garde impériale, parfois on peut se dire tour 2 ou tour 1 ou tour 3, ok c'est fini, je me fais tellement astropoutrer au tir que j'ai aucune chance. Et quand même, il y a toujours une unité ou deux qui vont échapper au tir. Il va avoir un craquage sur les D6 de l'artillerie. Il va avoir des choses comme ça qui font que l'unité va réussir à rejoindre la raffinerie, commencer à cliquer une première escouade d'infanterie, la laver au corps à corps, passer la seconde, etc. etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Même chose du coup côté War Eater qui nous ont foncé dessus. Ils ont subi de lourdes pertes, mais au bout d'un moment, on avait Karn dans nos lignes. Et ça fait très très mal, croyez bien. Surtout avec ces 3 attaques supplémentaires qu'il avait gagnées grâce à la campagne. Donc ça a été un peu quand même une boucherie à la fin dans cette raffinerie. Maintenant, on avait suffisamment éliminé d'unités ennemies pour que l'OC soit à notre avantage. Et on avait aussi gardé des unités en réserve à l'arrière de la raffinerie pour vraiment faire nos pleutres, mais contrôler la map. Donc avec les 10 points de victoire de la raffinerie, on a réussi à l'emporter. Mais honnêtement, si on avait choisi, ce qui peut être assez cool aussi, de faire plus de tours, ne pas s'arrêter au tour 5, mais en faire un 6ème, ou voire même faire à l'ancienne, c'est-à-dire jeter un D6 pour voir quand ça continue, ou même choisir en fait que ça continue à l'infini, en fait, tant qu'il y a des unités dans un camp ou dans l'autre, je pense que les joueurs KO nous auraient rattrapés. C'était assez rigolo parce que je les ai vus un peu se décourager dans les premiers tours en se disant ça va vraiment être compliqué. Mais voilà, petite leçon pour tout le monde. N'oubliez pas que la garde impériale, globalement, c'est en boost et qu'une fois que vous commencez à la cliquer au corps à corps, généralement ça se passe pas très bien pour le joueur garde. À la fin, je crois qu'on avait plus d'ordre, on avait des unités qui galéraient. On a dû déplacer nos plateformes d'artillerie à l'intérieur de la raffinerie pour pouvoir maxer l'OC. Donc c'était quand même pas aussi, comment dirais-je, avantageux pour le camp impérial que j'aurais pu l'imaginer au regard des premiers tours. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'il y a un moment où j'ai vraiment eu peur que j'offre à mes joueurs en guise de finale tout simplement une défaite vraiment amère, ce qui n'est pas généralement le meilleur moyen de se faire des copains ou même de finir le week-end. Mais voilà pour les différentes parties qui ont composé cette bataille, cette campagne pour Casfos. Avec le recul, qu'est-ce que j'améliorerais ? Alors, je vous en parlais déjà tout à l'heure. Je pense qu'une partie d'échauffement, si par exemple c'était notre cas, mais vous êtes là le vendredi après-midi ou le vendredi soir, révisez les systèmes, notamment ceux que vous connaissez moins comme Kill Team, avec des parties qui comptent pas, qui vont pas décider de quoi que ce soit dans la campagne, ou qui peuvent peut-être même faire partie de la campagne, ils peuvent déjà avoir du lore etc, mais vont pas avoir des impacts énormes. Ça peut être assez cool. Je pense que le mieux reste encore des parties à blanc que vous pouvez faire très lentement avec un arbitre, etc.
Ça peut vraiment aider à ce que quand les joueurs se lancent dans une partie qui va avoir un gros impact, comme c'était par exemple le cas, alors ils ne le savaient pas exactement, Elliot, puisque je révélais pas tous mes cartes à l'avance, mais de pouvoir récupérer le cargo, c'était important, c'était balèze, et peut-être que si il avait un petit peu révisé Kill Team, si je l'avais fait réviser Kill Team, puisque pour le coup c'est pas de sa faute, c'est de la mienne, eh ben il aurait joué différemment et il aurait peut-être réussi à l'emporter. Un des trucs aussi que j'avais pas prévu, c'est une petite conclusion. Des fois, je me dis, ouais, mais une conclusion, ça sert à rien d'en prévoir parce qu'on sait jamais vraiment comment va se jouer les scénarios. Vous l'aurez remarqué, je vous l'ai dit, j'ai fait quand même quelques petits ajustements, notamment sur le scénario de fin et comment il allait se dérouler. Donc, écrire une conclusion à l'avance, vous savez, conclusion avec le petit texte d'intro, d'outro en l'occurrence pour la garde impériale, l'Imperium ou les Space Marines du Chaos, je le fais pas parce que parfois il se peut qu'une campagne déraille complètement et à ce moment-là on se retrouve un peu con de lire un texte qui n'a rien à voir avec le Schmidblick, mais c'est vrai que j'aurais pu au moins récompenser mes joueurs par peut-être une récompense pour une future campagne, peut-être un petit texte d'intro qui allait teaser la suite de leurs aventures, ça aurait quand même été assez sympa, donc je pense que j'aurais pu me chauffer un peu plus là-dessus, quitte à ajuster un peu à la volée, hein, l'improvisation et le côté MJ, c'est pour ça qu'on est là finalement aussi. Et enfin, autre truc que j'aurais amélioré, c'est les ajustements à Kill Team. J'ai fait une version très simple de Kill Team, mais j'aurais peut-être dû un peu plus regarder les factions de chacun. Parce que je pense qu'il y avait pas mal d'effets et de choses qu'on loupait simplement en jouant pas les équipements, en jouant pas la stratégie, parce que d'ailleurs je vous ai que parlé des effets de stratégie, donc ces espèces de stratagèmes version Kill Team, mais on n'a pas joué non plus avec les équipements parce que du coup ça demande d'avoir soit des équipements physiques, soit des petits tokens, et en vrai c'était un peu chiant d'ajouter ça, mais c'est vrai que bah, du coup il y a pas mal de personnages, notamment les grenadiers, ou ce genre de choses, qui vont pouvoir poser normalement des mines gratuitement, sélectionner de l'équipement comme ça et tout, donc ça a moins joué de ce point de vue-là, mais peut-être que ça avait moins de saveur sur certains aspects. Maintenant, au niveau de ce que ça m'a apporté sur tout le week-end, bah déjà, ça m'a réconcilié avec Warhammer 40 000. Vous l'aurez compris avec les derniers épisodes, moi en ce moment je suis un peu lessivé par 40 000, le jeu. J'adore toujours l'univers, j'adore toujours les filles, j'adore toujours voir mes copains et jouer avec eux, mais je trouve que de plus en plus, je prends pas de plaisir, j'ai du mal à m'immerger dans les batailles, et ça a été assez récurrent, même dans des games un peu narratifs que j'ai faites, par exemple avec l'ami Thomas, que je salue. Je lui ai fait un petit scénario maison, j'espère que ça lui a plu. Moi, ça m'a plu, mais je commençais quand même déjà à me dire, ouais, mais les touches fatales, le système, le truc. Il y avait beaucoup de petits détails qui me gênaient et je commençais à en avoir marre du moteur de jeu. Donc même avec un ajustement narratif, je commençais à m'en lasser en fait de ce système. Et là, ça n'a pas du tout été le cas sur ce week-end. Pourquoi je vais essayer de l'expliquer juste après. Je pense que c'est aussi parce que j'étais avec des joueurs qui jouent moins, avec une armée en particulier que j'ai pas l'habitude d'affronter, les World Eaters. On avait aussi d'autres décors, d'autres tapis de jeu. On était chez d'autres gens, mine de rien, jouer à Warhammer 40 000 en dehors de son, comment dirais-je, environnement habituel, c'est aussi très bien pour éviter de saturer. Donc ça m'a beaucoup réconcilié avec 40 000, et surtout que j'ai trouvé vraiment beaucoup de sourires, beaucoup de fun, peut-être même des petits frissons chez les copains. Donc ça, c'est ultra gratifiant et merci à eux de m'avoir servi de cobaye finalement. Et mieux encore, je me suis réconcilié avec Kill Team et j'ai envie de vous dire, je me demande si Kill Team est pas justement ce qu'il me faut, peut-être pas pour toujours, mais en ce moment. Parce que à Kill Team, vu qu'on a moins de figurines, vu que c'est plus létal par certains aspects, mais qu'il y a aussi les équipements, il y a des trucs, il y a d'autres valeurs comme les points d'action, comme les corps à corps qui se jouent simultanément, le tir où en fait la situation peut marcher puisqu'au mieux on a toujours que 3 dés de défense, etc. Enfin, on est sur un autre système qui a de la saveur. Et ça, j'avais un peu oublié. Parce que les règles de la précédente édition de Kill Team étaient tellement alambiquées qu'on avait du mal à trouver justement cette saveur-là. Et puis je pense qu'ils ont beaucoup réécrit les Kill Team. Moi, j'avais joué du coup avec en fait une autre version du jeu où certes il y avait des kits spéciaux pour Kill Team, mais il fallait aussi aller piocher dans sa collection, etc. Et je trouve que là, ils ont fait un meilleur taf. En fait, ils ont un peu retenu, je pense, le côté
abstraction de 40 000 dans ce qu'il a de bon, c'est-à-dire les Space Marines par exemple ont tous cette possibilité, même quand c'est les Space Marines du chaos, de tirer 2 fois ou de combattre 2 fois. Donc il y a certains trucs qui ont été lissés pour que la saveur explose à certains endroits. Franchement, j'ai lu dans le retour du train les différentes cartes d'opérateurs des kill teams que j'ai, et ça m'a vraiment donné envie de jouer au jeu. Peut-être dans cette version light d'ailleurs, pas forcément en rajoutant tout de suite les équipements ou les stratagèmes, parce que ça m'a suffi. Ça m'a suffi à me dire waouh, ça c'est ce moment cool. Là, il y a du mystère, il y a des surprises. Parce que, en fait, il y a un truc tout con aussi, mais le truc de l'alterner fait que on sort complètement de cette logique de trade et de stratégie dont on a déjà parlé beaucoup, et notamment Raphaël en parlait dans le dernier épisode. C'est vrai que ça peut être extrêmement scripté une partie de Warhammer 40 000 parce que dans ce système de You Go, I Go, vous voyez l'adversaire faire. Pendant qu'il déplace ses figues, vous réfléchissez. Pendant qu'il combat, vous faites vos sauvegardes, mais vous réfléchissez aussi. Et ensuite, vous déployez votre truc. Et en principe, il peut interrompre ça et là, mais c'est quand même généralement beaucoup plus scripté. Là, en fait, jouer en alterné, ça revient à jouer aux échecs. Donc, en fait, c'est beaucoup plus difficile d'anticiper les mouvements de l'ennemi, surtout quand vous avez beaucoup d'opérateurs, etc. Et donc, ça donne lieu à des surprises, ça donne lieu à des retournements de situation, ça donne lieu à des corps à corps dévastateurs, des tirs d'opportunité, et qui ont beaucoup, beaucoup de saveur. Alors, c'était un petit peu emmerdant d'aller dans les mots-clés de kill team, d'aller chercher les trucs, etc. Mais waouh, je me suis dit, mais quel kiff quand même de genre, voilà, t'as tel mot-clé, donc tu fais déjà tant de blessures avant même que le corps à corps commence. Ensuite, tu peux parer les attaques de l'ennemi. Enfin, vraiment, à Kill Team, il y a beaucoup de trucs qui m'ont plu. Les éliminateurs de Raphaël qui peuvent mettre en joue une cible, même quand elle est cachée, puis tirer leurs bolts spéciaux parce qu'ils ont toutes les caractéristiques de ce qu'étaient les snipers avant Eliminator, donc ils pouvaient choisir leurs munitions et tout. Franchement, ça m'a plu de retrouver ça, et je me suis dit, bah c'est un peu le fun que je retrouve en ce moment en jouant à Trench Crusade, dont promis je vais finir par vous parler, mais là adapté à Warhammer 40 000, un lore que je connais bien, à des trucs hyper cool, hyper fun. J'ai lu par exemple les cartes d'unité pour la Nemesis Claw des Night Lords, le fait que du coup ça soit des psycheurs qui aient des visions, que vous pouvez utiliser ça pour vos unités, je trouve ça hyper cool. J'ai regardé les Kazerkin, ils ont l'air aussi hyper flavor. Les commandos, ils ont l'air faciles à prendre en main parce que c'est des orques, mais ultra bourrin, ultra fun à jouer. Donc vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien de rejouer à ce jeu, alors que j'ai pas joué, paradoxalement, je dis jouer, mais en fait j'étais vraiment en arbitre, et je me suis dit putain, en fait ce jeu il est vraiment cool, et il y a peut-être moyen que ça soit le système que j'aime réellement, et après est-ce que les équipements, les stratagèmes, tout ça je les rajouterai, bah peut-être au fur et à mesure. Je trouve ça d'ailleurs dommage que Games Workshop propose pas une version de Kill Team qui te permet d'y aller un petit peu progressivement, parce que j'ai trouvé que cette version là, un petit peu allégée, était intéressante, notamment dans le cadre d'un week-end, parce qu'il n'y avait pas besoin de domestiquer l'intégralité du système. C'était vraiment vraiment chouette, et ça m'a réconcilié du coup avec le jeu. J'étais pas spécialement fâché, j'avais entendu des bons échos, mais beaucoup de gens me disaient ouais, c'est reste un jeu qui est très technique, où il y a beaucoup de surcouches. Et c'est marrant du coup, c'est qu'en déshabillant un petit peu les différentes couches de ce jeu-là, bah, je me suis retrouvé avec un système que je trouve vraiment très très chouette, et peut-être que c'est un ajustement que je me vois pratiquer dans les prochains mois avec les copains, avec aussi mes frangins qui aiment bien en fait l'univers de 40 000 et les jeux de société, etc. On a fait pas mal de batailles de hot pendant Noël par exemple, c'est pour ça qu'on vous a aussi consacré un Land Raider à ce jeu-là. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment cool de faire ce genre de truc parce que ça demande moins d'efforts. Ils peuvent télécharger les cartes sur leur téléphone, et voilà, on lance quelques dés, on s'amuse, c'est facile à mettre en place, tu joues sur une table basse, sur une table de salon. Donc là par exemple c'était cool en tant qu'arbitre d'avoir les deux tables sur la même table, physiquement parlant, et de pouvoir du coup regarder les deux games, répondre aux questions des joueurs sur les mots-clés, parce que ça c'est hyper chiant d'arriver sur un deuxième système et de devoir réapprendre à des mots-clés. Donc là du coup avoir un arbitre qui a la feuille sous les yeux et qui vous dit ah ok, ce mot-clé là ça fait ci, celui-là il fait ça.
Non, vraiment, c'était super plaisant. Et on en reparlera peut-être. Est-ce que j'en ferai vraiment un truc officiel, un podcast ou quoi, à voir comment ça évolue. Mais en tout cas, ça m'a bien motivé à monter des Kill Team pour pouvoir tester cette version un peu light du jeu. Et pourquoi pas, une fois que j'y prends goût ou que je me dis, tiens, ça commence à être un peu répétitif, introduire les équipements, les stratégies, etc. etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Et ça vous prouve que le petit format, c'est aussi l'occasion de faire pas mal de choses, des petites adaptations, gérer moins de figues, mais pour pouvoir aussi renouer avec un certain nombre de choses. Et je vais conclure là-dessus sur ce qu'apporte finalement le petit format, le temps d'un week-end. Ce que j'ai vu en premier lieu, c'est déjà la prise en main et l'apprentissage. Même des joueurs comme Alexis, comme Ronan, comme Elliot, qui ont moins l'habitude de jouer, ils ont tout de suite trouvé leur marque. Et même si à Kill Team c'était un peu plus compliqué parce qu'on change de système et qu'on aurait peut-être dû faire des parties de chauffe, en fait très vite on sent que vu qu'on les bombarde pas avec un surplein de mécanique, on est sur quelque chose de plus digeste, on est sur quelque chose de plus simple à apprendre et à comprendre, même si parfois il y a forcément quand on a affaire à des joueurs qui ont moins l'habitude de jouer, si on n'a pas repéré en tant qu'arbitre qui joue mal telle ou telle mécanique, ils vont la répéter tout du long du week-end et ça peut être embêtant. Donc typiquement, je pense à un truc qui m'a fait rire et qui est pas du tout une moquerie, mais Ronan disait qu'il relançait les blessures et donc du coup quand il prenait des blessures, il avait compris que ça lui permettait de relancer les sauvegardes, parce que c'est vrai qu'en fait relancer les blessures, on peut se dire, est-ce que c'est les blessures que j'inflige ou c'est les blessures que je subis? Et c'est marrant parce que c'est typiquement le genre de truc où nous qui sommes habitués peut-être à jouer et à trop jouer, on n'a plus tous ce genre de réflexe. Et ça nous fait sortir un peu de notre zone de confort et de à quel point finalement on se dit ouais le jeu il est flingué, il y a plein de trucs qui vont pas. Et en fait ce genre de petits à côté, ce genre d'interprétation, ce genre de fun qu'on peut trouver. Alors certes parfois il faut répéter les trucs pour que c'est pas toujours marrant pour l'arbitre de redire les trucs jusqu'à ce qu'il soit compris. Mais je trouve que ça remet les choses en perspective et ça m'a peut-être aussi un peu guéri avec 40 000, tu vois, dans l'idée que ça n'a pas besoin d'être cette espèce de pratique, soit jeu de société, soit encore pire, très très compétitive en fait, où on connaît le moindre mot-clé par cœur, on peut faire des erreurs et c'est pas grave, le fun reste là. Donc ça, vraiment, en termes de prise en main, d'apprentissage, de courbe d'apprentissage, je trouve que le petit format a vraiment beaucoup de valeur. Je pense aussi qu'il a une valeur assez simple, c'est que le temps d'un week-end, si vous vous réunissez entre potes, ça fait des parties qui prennent moins de place. Et donc ça veut dire que sans avoir une énorme baraque ou une dépendance ou louer une grosse villa n'importe où en France, vous avez l'occasion d'accueillir des games. Donc je vous le disais, les deux kill teams par exemple se jouaient simultanément l'une à côté de l'autre sur la même grande table de salle à manger. Sinon, les parties de Warhammer 40 000, on a pu en mettre une sur une grande table basse parce que au final, c'est la moitié du décor habituel qu'on a choisi d'utiliser pour les 500 points. Donc, à 750, ça peut commencer à déjà être un peu chaud, surtout si on a des véhicules, mais vraiment, je trouve que c'était très intéressant de le faire comme ça. Donc ça permet d'accommoder plus de joueurs tout simplement, plus de tables, plus de variété aussi dans les tables, donc ça c'est cool parce que parfois on fait des week-ends où on fait des games où on a plein on a 2000 points, on a plein d'unités, on a de larges armées, mais on joue tout le temps sur les mêmes décors. Parce que voilà, tout le monde n'a pas les moyens ni même la place de stocker 13 battle mats et des décors entiers dans des styles différents. Donc là, ça permet que chacun ramène un petit peu ses décors, propose des tapis différents, etc., etc. Donc là, pour le coup, Ronan doit être remercié pour tout ce qu'il a peint, tout ce qu'il a en stock, parce que du coup, on n'a jamais joué sur les mêmes tables et c'était vraiment super, super plaisant. Ensuite, un truc que j'ai vraiment remarqué aussi, c'est que finalement, on joue assez différemment en petit format. Et on sort complètement de cette logique de trade, encore une fois, euh, qui nous, qui nous exaspère, dont on n'en peut plus en fait de tout ça, de dire ok cette unité vaut 500 points, si je la détruis avec 300 points ça vaut le coup, parce que en fait à 500 points ou à 750 c'est la même chose en fait, vous n'avez pas assez d'unités à sacrifier
vous pouvez pas rentrer dans cette logique vraiment de pion, d'échec qui va manger une autre pièce plus forte qu'elle. Vous êtes obligé de faire avec les moyens du bord, si j'ose dire, avec seulement ce que vous avez sur la table et de jouer les unités telles qu'elles sont pensées, certes, utiliser ce qu'elles font de mieux, mais aussi ce qu'elles vous permettent de faire à petit format. Typiquement, les ratlings. Normalement, c'est une unité d'infiltration, donc on va la mettre devant l'ennemi pour l'empêcher de bouger, pour placer ses propres infiltrateurs, ou pour aller derrière ses lignes, etc., etc. Il bouge à chaque fois qu'il tire, du coup, c'est un peu cette unité difficile à attraper, compliquée à toucher parce qu'ils ont discrétion. Donc ça, c'est dans la théorie à 2000 points. En fait, à 500 points, surtout avec un personnage qui leur donne plus de contrôle d'objectif, c'est un peu devenu une unité de ligne un peu améliorée que j'ai utilisée. Unité de ligne fragile, mais du coup, infiltration, bam, elle commence sur un objectif, elle y reste, elle score. Le danger se rapproche, je concède, je me déplace après chaque tir, et je me rapproche de l'autre objectif pour essayer de marquer des points. Bon, ils ont fini par se faire attraper, ces pauvres Ratling, mais du coup, c'était typiquement jouer l'unité par rapport à ce qu'elle fait et pas ce qu'elle est censée faire dans une logique compétitive qui nous dit les infiltrateurs servent à ça, les snipers servent à ça. Et du coup, je trouve que ça demande presque paradoxalement plus de réflexion, plus de stratégie, ou parfois tout simplement on est dans une logique plus narrative, quoi. J'utilise toutes les ressources à ma disposition et je suis pas en train de réfléchir à quelle est l'unité qui me permet de faire telle carte le plus facilement possible ou le mieux possible. Donc ça, je trouve que c'est vraiment plaisant. Le petit format vous oblige à jouer avec toutes vos unités, à vous creuser les méninges sur comment les utiliser, au-delà de cette logique de trade et de scoring, particulièrement, bien évidemment, quand on est sur des scénarios maison comme ce fut le cas. Mais j'ai vraiment trouvé ça assez plaisant. Donc franchement, c'était vraiment bienvenu. Ça aussi, je pense que ça a expliqué pourquoi ça m'a réconcilié avec Warhammer 40 000. Et enfin, le dernier gros avantage, on a parlé de la place, mais il y a aussi le temps. Parce que du coup, nous, on a fait très peu de games. On a fait une game de Warhammer 40 000 et à 500 points et une game de Kill Team légère dans le samedi et une grosse game tous ensemble à 1500 points le dimanche. Alors à plusieurs, une game de 1500 points, si elle n'est pas chronomotée, elle peut prendre vraiment du temps. Donc méfiez-vous de ça. En revanche, c'est sûr que le samedi, on aurait pu caler plus de games, que ce soit 40 000, Kill Team ou les deux. Mais c'est bien aussi ces week-ends-là pour se retrouver et faire en sorte que finalement, si chaque game a un impact, est-ce qu'on a besoin d'en jouer tant que ça? C'est à voir, mais en tout cas, ça offre la possibilité, quand on joue à petit format, d'en faire plus. Donc en soi, 500 points, 750 points, c'est quand même assez drastique comme restriction. Il y a vraiment des unités que vous n'allez pas pouvoir mettre parce que je pense typiquement des unités dès qu'elles vont valoir plus de la moitié de votre liste ou 250 points sur une liste à 750, c'est trop fort ou c'est trop emmerdant. Encore que, on a vu par exemple que Elliot, il avait une liste avec beaucoup de véhicules, ça l'a avantagé par certains aspects, ça l'a handicapé par d'autres. Donc il y a aussi une restriction plus forte qui se crée automatiquement par le nombre de points joués. Mais peut-être que simplement jouer à 1000 points sur des plus petites tables avec un système de réserve obligatoire où vous mettez jamais toutes vos unités sur table au premier tour, ça peut être intéressant. C'est un des trucs d'ailleurs sur lesquels je devrais creuser, notamment inspiré par tout ce qui se fait dans les systèmes de mémoire 44, bataille de Hoth, etc. Vraiment l'idée que vous avez un déploiement qui est prédéterminé. Je ne l'ai pas fait là, j'avais presque un peu envie de le faire parce que je connaissais la composition des listes de mes joueurs. Ça aurait demandé encore plus de travail en amont, mais peut-être ça aurait simplifié, réduit ce temps un peu parfois presque incompressible du déploiement, alors que le déploiement ça pourrait être très simple, c'est tu places deux unités et après les autres elles arrivent à chaque tour ou à tel endroit de la map. Et ça, souvent, quand vous liez ça à un narratif, à une idée narrative, c'est beaucoup plus facile pour les joueurs de l'accepter plutôt que de leur dire tu dois déployer que 50% de ma force. Ah bon, mais pourquoi? Mais j'ai peint mes unités, j'ai envie de les jouer. Bon, en fait, si tu lui dis bah ouais, mais tes tanks qui vont arriver par tel bord de map au tour 3, tout de suite ça pimente un peu tout ça. Et j'ai vraiment trouvé que c'était chouette et que ça permettait d'accommoder donc potentiellement plus de parties, même si nous on l'a pas fait. Plus de joueurs peut-être aussi avec une rotation si on est sur un nombre impair. Et également plus de systèmes, puisque du coup on a pu faire du 40 000 et du kill team. Je pense que si on avait fait du 40 000 à 2000 points, en fait on aurait fait deux parties quoi. Et donc on n'aurait pas pu tester un autre format, j'aurais pas pu me réconcilier avec kill team, pensez-vous, ça aurait été horrible. Non mais
Au-delà de la vanne, la combinaison des systèmes, je trouve, est très cool. Le focus sur un format escarmouche était intéressant aussi, dans ce que ça nous a permis de faire d'un point de vue narratif et sur les bonus que ça permettait de débloquer sur l'ensemble de la game. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté combinaison de systèmes. On pourrait réfléchir à d'autres choses, faire du vrai boarding patrol, faire du Battlefleet Gothic. On est en train de discuter avec ça, avec les gars, parce que y en a beaucoup qui sont très très chauds. Bon, ça demande encore plus de systèmes, encore plus de temps, et donc ça paraît vraiment peut-être un peu trop ambitieux. Mais je pense que le côté Kill Team allégé plus Warhammer 40 000 à petit format fonctionne très bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les scénarios que j'ai imaginés pour cette campagne sur le Discord. Donc vous les retrouverez sur Discord. Et vous pourrez trouver l'occasion de les tester, de les adapter à votre sauce pour tester votre propre campagne. Vous n'êtes pas obligé de la faire le temps d'un week-end. Voir un petit peu comment je présente ça aussi, quelle tronche ça peut avoir. Je sais que je l'ai déjà fait sur d'autres petits scénarios maison, donc on va créer un channel spécifique et puis vous pourrez retrouver le scénario là, bien sûr en faisant vos propres adaptations, puisque vous n'avez pas forcément tous les joueurs de cette armée sous la main, mais ça peut en inspirer, je pense, certains et certaines d'entre vous. Donc je vous mettrai ça sur le Discord. Bien sûr, je vous remercie pour avoir écouté cet épisode finalement plutôt long, même si j'étais tout seul. Ça me tenait à cœur, déjà parce que je suis vraiment sorti galvanisé ce week-end et très enthousiaste par rapport à 40 000 et à Kill Team. Je ne l'ai pas été depuis longtemps, donc je me disais ça pourrait être sympa pour nuancer les derniers épisodes un peu plus moroses que de le faire, même si j'étais tout seul. Et ensuite, vraiment toutes ces logiques de narrative design, de game design, de comment on crée une expérience de jeu le temps d'un week-end avec les potes, je pense que c'est une forme de résistance à l'heure actuelle quant à ce qu'est le hobby. Et donc il me semblait important de vous détailler les scénarios, ce qui s'était passé, ce qui avait marché, ce qui avait moins marché, pour vous permettre aussi de vous initier à cet art subtil qui est la campagne narrative avec des potes le temps d'un week-end. Mais je pense qu'il y aura il y aura à boire et à manger finalement dans cet épisode. Piquez ce que vous aimez, adaptez ce que vous aimez moins. N'hésitez pas à me faire des retours sur tout ce que vous avez emmagasiné aujourd'hui lors de cet épisode. Il y a une section feedback qui est là pour ça encore à nouveau sur le Discord. Donc rejoignez-nous, soutenez-nous sur Tipeee, sur MyHobbyPlace, vous pouvez reverser une partie de votre panier. Vous pouvez également, puisqu'il est de retour en librairie dans toutes les bonnes crêperies, acheter mon essai sur Warhammer 40 000 qui est de nouveau disponible chez Third Edition. Allez écouler ça, histoire qu'on refasse une 3e édition et qu'on arrive en V3 finalement, la plus glorieuse des éditions de Warhammer 40 000. Ça serait absolument génial. Et ce serait un beau clin d'œil finalement à notre éditeur Third Edition. Voilà, je vous remercie pour votre écoute attentive. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un focus sur les agents de l'Imperium. Et oui, j'avais promis, petit teasing en début de podcast et donc révélation en fin d'épisode. Voilà, portez-vous bien, des bisous, à très vite, bon jeu, bonne peinture, bonne lecture, ciao. Bonus.